Votre témoignage, Marina Devanne, bonsoir. Vous êtes réalisatrice, auteure de Stéréoscopie aux éditions Alia. Vous êtes ancienne toxicomane, vous avez réussi à vous en sortir. Pendant combien de temps avez-vous été dépendante à la drogue ? Bonjour. Eh bien, il y a eu deux phases en fait. Il y a eu une première phase quand j'avais 30 ans, qui a duré sur quelques mois de manière vraiment très intense, avec des quantités de cocaïne telles que je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus rien faire. Et puis j'ai arrêté pendant des années, j'ai arrêté seule. Et c'est reparu en 2009. Oui, 2009. Et là, ça a duré jusqu'en 2015. Et voilà, toujours avec des quantités assez impressionnantes de drogue. Et voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez replongé ? Alors, ce qui fait, c'est qu'en fait, quand vous êtes addict, vous êtes persuadé que vous allez vivre du bonheur quand vous allez prendre la substance. Vous vous rappelez des premières fois, parce qu'en fait, c'est seulement les premières fois qui sont vraiment jouissives. Mais ensuite, le cerveau, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas comment il s'en incommode, mais en tout cas, le plaisir n'est plus le même. Et en fait, on prend de plus en plus de quantité pour courir derrière ce plaisir. Et quand on arrête, quand on n'a pas eu un déclic sur la volonté de mettre fin à ça dans sa vie, tant qu'on n'est pas arrêté, on a toujours ces souvenirs qui sont comme des faux souvenirs d'une idylle, de quelque chose de paradisiaque, qu'avec la coke c'était formidable. Alors qu'en vérité, quand vous craquez et que vous prenez, vous êtes frustré, donc vous rachetez, vous reprenez. C'est un engrenage, c'est une quête du plaisir qui est vouée à échouer. Et donc vous êtes comme un animal, quoi. Qui court derrière ses croquettes. Vous êtes vraiment voilà. Et puis un jour vous vous réveillez. Et est-ce que ça vous arrivait, quand vous preniez de la drogue, de parfois mettre en danger les autres, ce qui est le cas dans l'histoire de Pierre Palmade, l'impression d'être surpuissant, de tout contrôler et peut-être après de créer un drame? Alors, ça ne m'est pas arrivé, c'est-à-dire que l'impression de surpuissance et d'être la meilleure version de moi-même, j'avais ça, mais ça ne se reportait pas sur des actions qui pouvaient abîmer les autres. C'est-à-dire, j'ai jamais pris le volant, je crois que j'ai jamais rien fait, j'ai jamais frappé personne, j'ai jamais volé personne, j'ai jamais violé personne. Donc non, moi c'était vraiment de l'ordre de le relationnel, le bénéfice que j'avais. Mais j'éprouvais pas forcément le besoin de sortir de l'endroit où j'étais pour aller ailleurs. Et je pense même que je n'aurais pas pu le faire parce que moi, je voulais absolument prendre la dose suivante toutes les 15 minutes. Donc un trajet en voiture, c'est pas possible. Il aurait fallu s'arrêter sur le bord du trottoir tout le temps. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, comment vous vous en êtes sorti ? Comment vous avez fait ? Eh ben, la première fois, je m'en suis sortie en m'enfermant et en mangeant des cornflakes et en regardant Hollywood Story, qui était une émission que j'aimais bien à l'époque. Ça, c'était la première fois. Donc, uniquement par une décision de ça suffit. Et puis, quand j'ai replongé, que ça s'est aggravé, donc dans les années les plus récentes, sachant que donc j'ai arrêté en 2015, à ce moment-là, attendez, j'ai oublié votre... Qu'est-ce qui m'a permis d'arrêter, c'est ça ? Oui, voilà. Et en fait, sur cette dernière période après 2009, je ne m'en suis pas sortie seule. C'est-à-dire que j'ai été accompagnée, pas par un seul thérapeute, par 3 thérapeutes. J'ai été vraiment accompagnée presque quotidiennement. J'ai fait 9 cures dans une clinique, la clinique Montevideo à Boulogne. Et sans les thérapeutes, je ne m'en serais pas sortie. J'étais dans une spirale tellement effrénée que si j'avais pas eu des gens pour me dire attention, tu crois que tu t'amuses, mais en vérité tu souffres. En vérité, c'est pas, tu vis un cauchemar, mais tu t'en rends pas compte. Et à force d'entendre des paroles allant dans ce sens des thérapeutes, ça combiné aux médicaments, ça m'a permis de finalement m'en sortir et j'ai jamais rechuté, quoi. Oui, mais vous dites que c'était aussi difficile, qu'au service d'addictologie de Villejuif, par exemple, vous trouviez qu'ils étaient très infantilisants avec vous. C'était... Oui, infantilisant et puis irresponsable, puisque moi, ce que j'ai pas aimé au service de Villejuif, c'est que le psychiatre, on la voyait un quart d'heure tous les lundis matins en présence de 9 étudiants qui prenaient des notes. Qu'est-ce que vous voulez faire en un quart d'heure par semaine
pour une personne qui souffre, qui a une addiction, qui a une addiction, l'addiction c'est un symptôme, donc il y a un terrain, je sais pas si c'est neurologique, psychologique, psychiatrique, mais en tout cas il y a un terrain. Donc avoir simplement un quart d'heure de conversation par semaine avec la psychiatre chargée de moi, je ne pouvais pas le tolérer. J'avais besoin d'un accompagnement beaucoup plus sérieux. Donc, que j'ai trouvé à la clinique Montevideo, mais bien sûr que c'est une clinique privée, donc qui était payante. Voilà, c'est pas accessible à tout le monde. Oui, ça vous a coûté combien? C'est quel budget pour s'en sortir? Je ne sais pas, c'est ma mère qui a fait un emprunt bancaire pour financer cette cure. Donc, et ensuite, pour les cures suivantes, la clinique a eu la gentillesse de me faire le tarif sécurité sociale, donc je n'avais plus de problème pour payer ça. Mais en tout cas, moi, je ne m'en serais pas sortie si j'avais pas eu la possibilité tous les jours d'envoyer un texto à un thérapeute, de dire voilà, là je me sens mal, là j'ai une envie pressante, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça veut dire, comment faire pour que ça passe, etc. Et je recevais toujours la réponse, quel que soit le jour, l'heure, le week-end, le machin. J'ai reçu un accompagnement mais merveilleux de tous les instants. Et j'étais très fragile et puis je m'en suis sortie superbement. Et depuis, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des gens qui s'en sortent mais qui continuent à lutter, qui vont tous les jours aux alcooliques anonymes, aux narcotiques anonymes, pour qui ça continue d'être un combat et une tentation. Moi, la chance que j'ai, c'est que quand j'ai arrêté, c'est quand j'ai compris à quel point en fait je souffrais. Et je n'ai jamais eu à me battre pour éviter les rechutes. C'est-à-dire que c'est très facile pour moi, aussi bien la cocaïne que l'alcool. Je peux être dans des soirées avec de la cocaïne, de l'alcool, je m'en fous complètement. Je ne suis pas attirée, je ne suis pas intéressée. Cette période de ma vie est close et elle était finalement rétrospectivement très désagréable et non pas jouissive comme je le croyais. Et ma vie d'aujourd'hui avec la sobriété est bien meilleure. Donc voilà. Mais en tout cas, il faut être accompagné, je pense, pour s'arrêter. Ne serait-ce que pour entendre que c'est raisonnable de s'arrêter parce que vous en avez pas conscience. Vous vous dites oui, mais je fais encore ce soir, mais demain je prendrai pas. Oui, mais là pendant le week-end j'ai pas pris, donc là je peux, etc. Voilà. Vous arrêtez de faire ces petites négociations pour masquer que vous êtes complètement addict et vous prenez conscience que vous êtes dans une situation qui est une planche savonneuse où vous allez en fait vers la mort, vers les accidents et la mort. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que j'ai eu plusieurs accidents physiques suite à ma consommation de drogue et que là, j'ai entendu que mon corps me disait je vais lâcher, je vais te lâcher. Et donc, parce qu'il n'y a pas que la mort, l'overdose, il n'y a pas que la mort. Vous pouvez vous retrouver paraplégique, hémiplégique, enfin, vous faire un AVC et vous retrouver comme ça dans un fauteuil roulant pour le reste de votre vie. Des choses comme ça, des pensées comme ça qui me sont venues tardivement, m'ont aidé aussi à me dire que je souhaitais pour moi-même un meilleur futur que cette espèce d'explosion en pleine route. Donc oui, voilà. Vous nous avez raconté comment vous vous en êtes sorti, vous nous avez expliqué aussi comment vous avez replongé en 2009, mais si on remonte au tout début de l'histoire, qu'est-ce qui fait qu'à 30 ans, vous commencez à prendre de la drogue? Vous êtes artiste, est-ce que c'est ce milieu-là qui favorise ce type d'excès? Est-ce que vous faites le lien ou pas? Non, parce que j'ai découvert ça en fait donc dans une soirée en 2001, je pense. Oui, 2000. Non, même avant. Enfin bon, je me rappelle plus la date exacte, mais autour de 2000. Et en fait, c'était des amis qui n'avaient rien à voir avec le cinéma. Moi, j'ai pas été confrontée tellement dans le cinéma à la drogue, et donc c'était voilà un autre milieu, d'autres genres de professions, etc. Mais ça se fait lentement parce que je me rappelle la première ligne, j'ai rien senti. J'ai dit ça fait rien. La deuxième ligne, là, j'ai commencé à avoir le plaisir et puis j'ai continué comme ça dans des soirées avec ces gens et le plaisir est devenu de plus en plus grand à mes yeux. Et puis c'est ensuite que la chute commence et que le plaisir devient de plus en plus fuyant. Mais au début, il y a une idylle avec la substance. Avec la drogue, c'est la lune de miel. Et malheureusement, pas malheureusement, elle se finit, puisqu'il vaut mieux qu'elle se finisse pour qu'on puisse arrêter de se détruire le cerveau. Mais en tout cas, d'un point de vue personnel, on se dit, mais merde, c'est plus aussi bien qu'avant, c'était tellement merveilleux avant. Enfin voilà, donc je sais pas si ça répond à votre question. Si, ça répond très bien et je vous remercie mille fois pour ce témoignage très éclairant qui nous offre tellement de pistes. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Marina Devanne.